3, 2, 1... Salut tout le monde, comment ça va en ce mercredi? Ce mercredi, vous avez l'habitude, c'est le jour sur ma chaîne YouTube des best-of de live Twitch, en mode Crystal Ball. Et lundi, j'ai eu envie de parler de Chris Paul, dont l'avenir semble de plus en plus incertain dans la franchise des Phoenix Suns. Les rumeurs de trade le concernant existent, elles ont été démenties, puis elles sont revenues sur le tapis. Et ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, une incertitude totale règne concernant l'avenir du meneur de jeu dans l'Arizona. Sauf que les rumeurs, c'est bien beau, mais ça pourrait donner quoi concrètement? Est-ce qu'il y a de vraies solutions viables dans l'idée d'un transfert? Voilà pourquoi, pour le Point God, pour cette intersaison, j'ai imaginé des pistes que je vais maintenant vous présenter. Vous me direz si elles sont viables. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti! Quelle destination pour Chris Paul dès l'année prochaine en NBA? Aujourd'hui, nous on va partir sur un format de live que j'aime bien. Les formats trade là où j'utilise pas mal la trade machine, même si aujourd'hui je vais pas rentrer forcément dans les détails de la trade machine, mais on va parler d'un joueur, justement, Chris Paul, qui a priori, au vu de ce qui a été dit et sur la liste des transferts du côté des Suns, et pour lequel, à 38 ans, moi je trouve en tout cas qu'il est aujourd'hui absolument impossible de savoir de quoi sera fait son avenir à court terme, ne serait-ce que la saison prochaine. Parce que oui, on l'a vu, cette saison à Phoenix, ça a été compliqué pour le Point God, parce qu'après avoir joué un gros rôle pour l'accession en finale NBA pour sa première année dans l'Arizona, c'était en 2021, depuis les choses sont quand même bien moins roses pour lui. Lors de ses playoffs, on l'a vu, il s'est blessé et les Suns, malgré l'arrivée de Kevin Durant dans l'équipe, n'ont pas réussi à passer le stade du deuxième tour face aux Nuggets. C'est un échec, un nouvel échec qui vient après l'élimination de l'année dernière où Chris Paul s'était déjà blessé et même les matchs qu'il avait joués au deuxième tour étaient en deçà, ou en dessous, je crois que c'est français, du niveau qui était attendu de sa part après justement les grosses perfs qu'il avait fait en 2021, où en 2021 déjà il était plutôt critiquable sur sa finale. Donc des playoffs qui, 3 ans de suite, ont été au moins à un moment ou un autre compliqués pour le Point God. Et du coup là, à Phoenix, moi j'ai l'impression qu'on s'en rend compte, parce qu'on a un duo Booker-KD, et avec ce duo-là, qui est vraiment impressionnant, au niveau du talent pur, l'objectif doit être évident, et on n'a pas 100 ans pour atteindre cet objectif, vu que KD il est pas éternel. Là, l'objectif, le but, il est simple, ça va être de décrocher un titre, le plus vite possible. Est-ce que ça peut se faire avec Chris Paul? Pourquoi pas? Mais en tout cas, ça pose de plus en plus de questions au vu de son âge, et avec son niveau aussi qui est sur la pente descendante. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que, évidemment, Chris Paul, c'est plus le joueur qu'il était quand il était dans son prime. Mais surtout, moi, je me dis, et ça peut être le problème des Suns, que remporter un titre, ça pourra pas se faire sans un banc plus profond, avec un supporting cast de mort de faim, qui serait rempli de players, qui serait prêt à aider Booker et KD à donner leur trip sur le terrain, parce que moi, j'ai trouvé que le duo, cette saison, en playoff, a été beaucoup trop esselé, et bien trop pour gagner et pour aller loin. Donc, pour réaliser cet objectif, pour essayer de remplir un petit peu et d'étoffer ce roster, d'étoffer cet effectif, il y en a besoin à Phoenix. Il y a la free agency, c'est sûr, mais à l'heure actuelle, on remarque que les Suns, ils ont absolument aucune marge de manœuvre sous le cap, donc ça complique énormément les choses. Voilà pourquoi, à mon avis, pour remplir cet objectif, pour essayer d'étoffer ce roster du côté des Suns, il va falloir imaginer un transfert, et voilà pourquoi actuellement on a des rumeurs qui vont bon train, donc parce que la franchise de l'Arizona, cet été, elle pourrait chercher à se débarrasser activement du Point God, et c'est ce qui avait été dit, même juste après l'élimination des Suns, parce que, on a vu, on avait des tweets des insiders qui disaient, cet été, Phoenix va faire en sorte de transférer Chris Paul. Depuis, certains ont mis un petit peu d'eau dans leur vin, ces rumeurs, elles se sont calmées un petit peu, elles ont même été démenties de temps en temps, puis elles sont réapparues. En gros, on sait pas où on en est, mais moi, ce que je me dis, c'est que pour étoffer cet effectif, on a des Suns qui devraient essayer de faire de la place sous le cap, soit essayer de récupérer des assets en échange de joueurs comme Chris Paul et comme DeAndre Ayton, dans cette optique de renforcer le banc et le supporting cast autour de Booker et KD. Donc oui, comme je disais, on a aussi DeAndre Ayton qui est annoncé sur le départ, pour les mêmes raisons, pour entourer tous ces gars avec des guerriers qui donneront tout sur le terrain et dont l'équipe a vraiment besoin depuis les départs de Michael Bridges et de Cam Johnson du côté de Brooklyn pour faire venir Kevin Durant. Donc maintenant il faut se rendre compte d'une chose. Aujourd'hui, si on reparle de Chris Paul, parce que c'est le sujet du jour, au vu de son âge, de ses blessures, de son contrat et de ses performances récentes qui sont pas ouf, sa valeur elle a complètement chuté. Si je suis persuadé qu'il pourra toujours rendre, même à 38 ans, des services à des équipes contenders, soit dans un rôle de floor général, de chef d'orchestre, soit pourquoi pas dans le rôle de rotation de super luxe, moi je vois aucune franchise qui serait prête à complètement se dépouiller pour faire venir le vétéran, qui à mon sens n'a plus forcément les cannes pour jouer 35 minutes par match. Voilà pourquoi du côté des Suns, on le sait, le transférer oui, mais dans ce projet de transfert on peut pas être trop ambitieux et trop gourmand dans les contreparties qu'on voudra recevoir. Moi je me dis que si on a une équipe qui contre Chris Paul est prête à balancer quelques contrats pour équilibrer les salaires,
ainsi que 1 ou 2 assets pour densifier la rotation, pourquoi pas même un pick, ben ça pourrait suffire. Et à ce prix-là, moi je me dis qu'il y a certaines équipes en NBA qui pourraient tenter un coup pour essayer de choper Chris Paul pour l'année prochaine. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je vais vous parler des 6 équipes qui, à mon sens, pourraient s'intéresser à Chris Paul. Je dis pas que ce seraient les 6 seules équipes, en tout cas pour moi c'est les 6 équipes qui ont le plus de sens et qui pourraient vraiment faire quelque chose en essayant de le recruter, qui à mon avis seraient bien inspirés de se renseigner au moins sur son sujet. Et donc je vais vous les présenter une par une, pendant que vous me direz ce que vous en pensez de ces destinations, pour voir à la fin de ce live quelle est la destination qui est la favorite pour vous pour le futur du Point God. Ma première idée, oui, comme vous le voyez sur le visuel, elle se passe du côté des Lakers. Et là, moi, je trouve qu'il y a pas mal d'éléments autour de Chris Paul aux Lakers qui, à mes oreilles, sonnent un petit peu comme des évidences. On sait déjà que Chris Paul et LeBron James sont très amis, les deux font partie de ce très célèbre Banana Boat, et par le passé, plusieurs fois déjà, les deux joueurs ont exprimé leur désir de jouer ensemble. Donc, après avoir partagé le terrain avec Wade et Melo, du Banana Boat déjà, d'ailleurs, Melo était pas sur le Banana Boat parce qu'il s'est fait virer par Gabrielle Union, la femme de Wade, peu importe. Mais la boucle serait bouclée pour LeBron, il aurait joué avec tout le monde. Et je me dis, avant potentiellement de partager le terrain avec son fils en 2024, le King, si Chris Paul arrive aux Lakers, pourra avoir la satisfaction d'avoir un jour pu évoluer sous le même maillot que tous ses meilleurs potes, et ça j'imagine que ça lui tient un petit peu à cœur. Donc à Los Angeles, on sait bien que c'est pas forcément LeBron qui décide, ou en tout cas c'est pas lui qui décide de tout, même s'il a quand même un poids dans la discussion, et que jouer avec des amis, ça te rapporte pas forcément des titres, on a vu comment ça s'est passé il y a 2 ans quand il a fait venir tous ses potes vétérans, et que ça a pas marché. Mais on le sait, LeBron, son influence dans la franchise est grande, donc si LeBron va voir ses dirigeants et dit « moi j'aimerais bien jouer avec Chris Paul », je vois mal du côté des Lakers qu'on refuse complètement de s'y intéresser. Et puis en vrai, sur le terrain, ce serait pas non plus dégueu, je pense, de voir 2 vétérans qui, bon, c'est sûr, ils ont 38 balais, mais qui pourraient associer leur QI basket qui est élite, parce qu'il faut s'en rendre compte. LeBron James aujourd'hui, c'est un des joueurs les plus intelligents de la NBA sur le terrain, et Chris Paul, c'est la même chose. Les voir ensemble, peut-être que ça peut donner quelque chose de bien. Et moi je me dis aussi que, on se rappelle en 2011, ça date, c'était il y a 12 ans, donc c'est vrai que les plus jeunes d'entre vous s'en rappellent peut-être pas, mais Chris Paul devait arriver aux Lakers, et finalement le transfert avait été bloqué par David Stern, et donc ça permettrait peut-être finalement à ces 2 futurs Hall of Famers de tenter une dernière danse ensemble pour enfin partager le même maillot. Donc sur le papier, moi je trouve que ça a pas mal de sens, en tout cas en termes de relations humaines. De plus, ça se sent du côté des Lakers, même si c'est sûr que D'Angelo Russell, il fit un petit peu mieux avec l'effectif que Russell Westbrook en tant que meneur titulaire, c'est pas non plus le fit parfait à côté du King. Et moi je trouve que son irrégularité du côté de la franchise de Californie, elle est parfois pas simple à gérer. En fait, on sait que les rumeurs expliquent que Los Angeles, on pourrait se tourner vers Kyrie Irving cet été lors de la free agency. Mais pour le moment, moi financièrement, ça me semble compliqué. Donc même si le statut d'agent libre de D'Angelo Russell, ça pourrait libérer un petit peu de thunes pendant l'été, moi je me dis, à voir comment ça peut se monter, donc peut-être avec un sign and trade, ou alors qu'il faudrait que Kyrie fasse des sacrifices financiers. Moi j'ai l'impression que cette venue de Kyrie Irving à Los Angeles, elle est plus fantasmatique que vraiment possible. À voir, mais j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui pourra se passer si facilement que certains l'espèrent. Alors du coup, pourquoi ne pas tenter un trade avec Phoenix? Ok, on a Chris Paul qui est plus tout jeune, mais quand même, en tant que maestro du pick and roll, moi je me dis que sa relation avec Anthony Davis, elle serait déjà toute trouvée. De plus, enfin, LeBron, il pourrait avoir un coéquipier auquel il a totalement confiance, une espèce de meneur qui pourrait le soulager pour porter la balle. On le sait, LeBron, il a besoin de déléguer, mais il va pas forcément le faire avec des joueurs en qui il a pas une entière confiance. Là, Chris Paul, vous pouvez être sûr et certain que LeBron le laissera déléguer, et je me dis que ça peut être pas mal pour LeBron. Ça lui permettrait de s'économiser un petit peu à 38 ans et d'évoluer davantage off-ball, lui qui s'éloigne en plus dans son jeu de plus en plus du cercle, mais qui est aussi toujours très bon pour proposer des cuts dans le bon tempo, comme il l'a fait déjà plus tôt dans sa carrière, notamment à Miami quand il jouait avec Dwayne Wade. Donc avec Chris Paul à la baguette, moi je me dis à Los Angeles, soyez-en sûrs, on a un LeBron qui pourrait choper les bons ballons, s'économiser, arrêter de tout faire à la création et essayer de jouer différemment. À bientôt 40 ans, ça peut être pas mal. Et franchement, quand on voit que les 2 joueurs ont bientôt 38 ans, je me dis que s'ils peuvent se partager les responsabilités en termes de playmaking, ce serait pas du luxe. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir comment on pourrait envisager un trade et qu'est-ce que pourraient envoyer les Lakers aux Suns pour les convaincre, mais aussi pour matcher les salaires. Parce que justement, une des conditions pour que l'équation se réalise, c'est d'avoir des salaires équivalents de chaque côté. Donc ici, la solution de facilité, ce serait un sign and trade avec D'Angelo Russell. Maintenant, pas sûr que ça fonctionne, parce que je suis pas sûr que les Suns, ils aient envie d'un dealo, et surtout qu'ils veulent le payer plus de 25 millions la saison. Mais sait-on jamais, pourquoi pas, ça vaut le coup d'être tenté et de leur proposer, et ça rajeunirait le poste 1 du côté de Phoenix, et peut-être qu'avec un Russell qui est un petit peu plus shooter, ça peut leur apporter plus de spacing, et D'Lo pourrait profiter peut-être justement des défenses qui se resserreraient à fond sur Booker
Booker et DeAndre Ayton. Sauf que pour moi, c'est pas forcément un fit idéal et vraiment, je suis pas sûr que les Suns soient intéressés par son profil. Du coup, je me dis que les Suns, pour se densifier, ils pourraient préférer des role players. Et si les Lakers, finalement, plutôt qu'un sign and trade, ils formulent une offre autour de Mo Bamba, par exemple, et de Malik Beasley, t'ajoutes à ça le pick 2023, une fois qu'il sera drafté, qui est situé à la 17e place, donc le joueur qui sera pris à la 17e place, tu peux l'ajouter à un pack Bamba Beasley, et peut-être que ça pourrait faire un truc. Avec ces joueurs, clairement, on a des Suns qui complètent un petit peu leur rotation, qui la rajeunissent. C'est pas la folie, mais c'est ce qu'ils veulent de toute façon. Ils en ont besoin de joueurs de qualité derrière. Malik Beasley et Mo Bamba, c'est pas la panacée, c'est sûr, mais c'est déjà pas mal. Le pick qui sera drafté en 17, ça peut aussi être une bonne surprise. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, même si c'est pas ouf ce genre de joueur et cette contrepartie, il faut se rendre compte que pour un joueur qui a 38 ans et qui est payé 30 millions, ce sera dur d'avoir beaucoup plus, sachant encore une fois que avec ce 17e pick, ils seront pas à l'abri d'une bonne surprise quand ils récupéreront potentiellement avec un trade comme ça le soir de la draft. Donc après, ouais, t'obtiens Beasley en dynamiteur de banc, t'obtiens Bamba en doublure ou en remplacement d'Ayton s'il s'en va, plus un rookie. Je me dis que tu t'en sors pas mal au bout du compte pour Chris Paul. Pour les Lakers, par contre, on pourrait se dire une nouvelle fois que c'est une erreur de vouloir à nouveau bâtir quelque chose autour de joueurs qui sont si âgés. Et c'est vrai. Néanmoins, si on compare un petit peu à ce que Los Angeles avait fait en 2001 quand ils avaient fait venir Westbrook, moi je me dis qu'avec un Chris Paul, il prendrait beaucoup moins de risques. Parce que le contrat de Chris Paul, il faut s'en rendre compte, il n'est pas garanti pour la saison 2024-2025. Il y a que la moitié de son salaire qui est garanti pour la saison prochaine, donc un buyout est tout à fait envisageable. Et si ça fonctionne pas, de toute façon, c'est l'histoire d'une saison. Tu testes peut-être une saison avec LeBron et si ça marche pas, tu tournes une page et au moins t'as essayé quelque chose. Contrairement à un Westbrook qui avait encore un contrat longue durée et là tu savais que potentiellement tu t'enfonçais pendant de nombreuses années. Et puis voilà, maintenant si on fait le bilan en plus, j'en parlais plus tôt, avec leur QI basket, j'ai l'impression que le jeu de Chris Paul fit beaucoup plus avec celui du King. Alors ok, c'est un trade qui engendrerait une vision à très court terme du côté des Lakers sur seulement une saison, mais avec LeBron qui, on le sait, avec la draft de Bronny pourrait faire ses valises dans un an, ça peut valoir le coup de tenter un tel deal pour se donner peut-être une nouvelle fois une toute dernière chance de remporter un titre, pour en apporter enfin un dans la carrière de Chris Paul et permettre à LeBron de décrocher une 5e bague, parce que là cette saison au moment du live les Lakers sont menés 3-0 et la 5e bague cette année pour le King, je dois avouer que j'y crois peu, même si peut-être que le destin me fera mentir, mais vu que les Lakers sont menés 3-0, effectivement les statistiques et l'histoire ne vont pas trop dans leur sens. Voilà pourquoi moi je pense qu'un Chris Paul aux Lakers, ça pourrait faire step up la team dans une espèce de dernière chance pour aller choper un titre avant que tout le monde prenne sa retraite et dise bye bye à la NBA. On passe à ma deuxième team pour aujourd'hui. Et de mon côté, j'ai pensé assez rapidement aux Sixers. Je dis pas que ça me plairait à fond, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir. On le sait, l'équipe de Philly veut garder son statut de contender pour la saison prochaine, et c'est normal, quand t'as le MVP en titre dans l'équipe, tu vas pas te mettre à tanker ou à reconstruire. Ceci dit, avec le renvoi de Doc Rivers, et les rumeurs qui sont visiblement fondées qui affirment que James Harden n'activera pas son option cet été, la franchise de Philly, elle est pour le moment dans un flou assez total. Sans coach et sans meneur de jeu, parce que si Harden se barre, l'équipe se retrouve sans playmaker, il faudra absolument trouver quelqu'un d'autre pour servir Embiid dans de bonnes dispositions et organiser le jeu autour de lui. Pour ça, je me dis que Chris Paul, même à 38 ans, il peut représenter au moins une solution de dépannage sur le court terme pour l'année prochaine, encore une fois dans l'idée de faire un test d'un an, une expérience d'un an, pour voir si ça fonctionne dans cette équipe, d'autant plus qu'on le sait, le général manager Daryl Morey, qui est à Philadelphie, connaît très très bien le point guard, vu qu'il y a quelques années il l'a fait venir à Houston, même si ça s'était pas super bien fini, parce que la relation avec James Harden apparemment était pas au top. Mais là, peu importe, parce que de toute façon, Paul et Harden ne se côtoieraient pas, parce que là je parle d'une optique où James Harden partirait comme les rumeurs l'annoncent actuellement. Sauf que encore une fois, si Chris Paul vient à Philadelphie, ce sera pas simple parce que les 30 millions de salaire de Chris Paul, dans l'optique d'un transfert, il va falloir pouvoir les matcher. Un deal que j'imaginerais donc, ça pourrait être composé d'un pack qui contiendrait Tobias Harris, plus un premier tour de draft que les Sixers enverraient à Phoenix, en échange de Chris Paul et Landry Shamet. Niveau financier, ça passe parfaitement. De toute façon, toutes les solutions que je vous propose, elles sont testées sur Fanspo et toutes elles fonctionnent. Et moi je me dis de toute façon, et je me suis rendu compte aussi, que quand on regardait la composition des deux rosters, celui de Philadelphie et celui de Phoenix, il n'y avait pas non plus 1000 solutions pour équilibrer les salaires. Un Tobias Harris, si tu veux faire venir Chris Paul à Philly, c'est quasiment obligatoire de le mettre dans le pack. Après, finalement, les Suns, en récupérant Tobias Harris, ils récupéreraient un contrat expirant, donc pas trop de risques non plus, et un joueur aussi qui, aux côtés de Kevin Durant et Devin Booker, saura tout à fait jouer le rôle, comme il l'a fait toute sa carrière, le rôle du mec régulier, qui est capable de planter sa grosse quinzaine de points tous les soirs, qui peut attirer les défenses, qui peut créer un petit peu, qui peut soulager les leaders, qui peut défendre, qui peut un petit peu tout faire finalement, et même dépanner dans tous les secteurs, parce que lui, il a cette habitude maintenant, j'ai l'impression que, quel que soit le niveau ou quelle que soit l'équipe dans laquelle il ira, il aura le même impact et
les mêmes stats mais dans cette espèce de costume de couteau suisse qui connaît bien le basket et qui peut s'intégrer dans n'importe quel collectif tout en affichant un niveau super satisfaisant, je trouve, hein, qui est utile dans une dynamique et dans un collectif à partir du moment où on oublie à quel point il est payé cher. Mais ça peu importe, moi je juge les joueurs en tout cas indépendamment de leur contrat. En tout cas c'est le cas ce soir. Mais là du coup, encore une fois, pas de souci pour les Suns, essayer de choper Tobias Harris. Pourquoi pas, ça peut être un test sur un an, ça apporterait du spacing, ça apporterait d'autres options, parce qu'on sait que Tobias Harris peut être très bon en catch and shoot quand il est dans un bon soir. Si ça réussit pas, ils laisseront partir Harris lors de l'été 2024, et puis basta, on passera à autre chose, on aura tenté quelque chose. Du côté des Sixers, on récupérerait Chris Paul, pour une espèce de tentative désespérée, c'est sûr, mais une tentative pour essayer de trouver enfin le meneur qui fera passer un cap en playoff à Joel Embiid. Alors oui, je sais, CP3, lui aussi, il a la réputation d'être un choker en post-season. Et c'est pas l'idéal. Mais moi, ces histoires de réputation, j'y crois pas trop. Je me dis que d'une année sur l'autre, tout peut changer pour n'importe quel joueur dans la ligue. Et surtout, moi j'ai l'impression que pour performer quand ça compte le plus, Joel Embiid, à côté de lui, et ça s'est vu un petit peu quand on voyait comment PJ Tucker lui parlait, il a besoin d'un leader charismatique. Un mec qui hésitera pas à lui souffler dans les bronches lorsque c'est nécessaire pour lui dire qu'il est temps de se sortir les doigts. Et avec Chris Paul, avec son fort caractère, son leadership, je me dis que ce meneur, en tout cas ce joueur pourrait être celui dont Joel Embiid a besoin et celui qui cherche finalement depuis que Jimmy Butler est parti. Chris Paul peut jouer ce rôle de grognard qui va pousser Joel Embiid à se motiver et à jouer bien au basket quand son équipe a besoin de lui. Je trouve aussi que Chris Paul peut être hyper complémentaire avec un Tyrese Maxey parce qu'ils ont deux profils différents. Un Chris Paul qui est calme, qui peut organiser le jeu sur demi-terrain, et un Maxey qui lui fuse en contre-attaque, sprint, court dans tous les sens, peut se démarquer dans tous les sens aussi et proposer des solutions en catch and shoot, et qui justement avec Chris Paul à la baguette pourrait recevoir de beaux ballons à la fois sur transition et sur jeu placé. C'est assez intéressant. De plus, dans mon idée de deal, et c'était nécessaire pour que ça passe au niveau des salaires, à Philadelphie on verrait le retour de Landry Shamet. Un joueur, on se rappelle, que l'équipe avait drafté à l'époque et qui s'entendait très bien avec Embiid. Après, qu'ils s'entendent bien ou pas finalement, peu importe. Moi ce que je retiens, c'est que Shamet, avec son profil de shooter en mouvement, il pourrait apporter beaucoup s'il rentre ses tirs de loin. Alors on le sait, on l'a vu à Phoenix, quand il le fait c'est cool, mais malheureusement ça arrive assez rarement, il le fait pas à tous les matchs. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que à Philadelphie, il pourrait avoir plus de ballons et plus d'opportunités en catch and shoot en profitant parfaitement des prises à deux qui se font obligatoirement quasiment à tous les matchs sur le pivot camerounais. Alors c'est clair, à ce jour, il n'y a aucune certitude sur le fait que Chris Paul aux Sixers ça puisse fonctionner. Néanmoins, si on a un Harden qui part, il va falloir le remplacer, et pour une saison, l'arrivée du point guard, ça pourrait représenter au moins une solution de dépannage comme je disais plus tôt. Du côté des Suns, c'est sûr, Tobias Harris il suffira pas à lui tout seul pour régler les soucis de profondeur dans l'effectif, n'empêche qu'il pourra régler le souci de l'âge de Chris Paul qui pose un petit peu question à Phoenix, et en plus ça pourrait peut-être être la première brique de l'intersaison et de l'off-season de Phoenix, avant de voir si on peut pas compléter encore une fois les role-players et le banc avec d'autres assets qui eux seraient par exemple reçus dans l'optique d'un transfert de DeAndre Ayton. Alors oui, je l'admets, c'est pas non plus foufou pour aucun des deux parties parce que avec un tel trade, il y a d'énormes doutes qui subsistent des deux côtés, mais actuellement, les Sixers et les Suns, ils sont dans une situation qui est plutôt floue, où on sait pas ce que ça va donner l'année prochaine, et clairement, ils vont devoir step up, et pour step up, il faudra prendre des risques. Et donc, même si à ce jour, il est impossible de garantir quoi que ce soit, il existe un monde, quand même, j'ai l'impression, où ces risques pourraient être payants pour chacune des deux équipes concernées. Allez, des équipes, je vous en ai promis 6. Donc là, on passe à la troisième. Et là, assez vite, et je sais que ça va énerver ceux qui pensent que Chris Paul ne peut plus aider une équipe contender, mais moi je suis persuadé que si, dans la mesure où toute sa vie, il a permis à chaque fois qu'il est arrivé dans une nouvelle équipe, et je pense qu'il peut encore le faire à 38 ans, aux équipes de passer encore un nouveau cap, même si ensuite en playoff il a pas assuré autant que ce qu'on aimerait, il a toujours aidé ça en saison régulière, et rien que ça peut être utile, et du coup oui, j'ai pensé à Miami. Cette équipe, on le voit en ce moment, elle nous impressionne, vraiment, pendant ces playoffs. Elle fait preuve d'une espèce de volonté, d'une ténacité qui sont incroyables, et elle arrive à renverser absolument toutes les tendances après une saison régulière qui était compliquée, mais grâce à cette envie, grâce à cette culture de l'effort, grâce à cette envie de jouer ensemble aussi, elle arrive à faire des choses. Je sais, après tu vois, je sais pas vous, mais moi à chaque match ou presque, quand je vois le hit, même si j'adore voir cette team passer des tours alors que personne les attend là, j'ai l'impression que à chaque fois pourtant, et c'est fou comment ils s'en sortent pour tout le temps, parce que ils donnent cette impression qu'ils sont sur le fil, qu'ils sont tout le temps à deux doigts de craquer, et finalement ils finissent par gagner, et c'est bien souvent grâce à un exploit. Donc ok, même si je me dis que cette équipe en l'état, elle est déjà très très bonne, elle serait pas en passe de se qualifier en finale NBA si elle était pas bonne. Donc clairement elle peut aller au titre cette année. Mais il faut se rendre compte que
que ça aille au titre ou pas, cet été, il sera pas forcément évident à gérer, parce qu'il y aura des free agents à prolonger, comme Gabe Vincent, comme Caleb Martin, comme Max Strus, entre autres, et faudra faire des choix. Et ça pourrait peut-être pas faire de mal, finalement, d'apporter un peu de sérénité à cet effectif, en la complétant, pourquoi pas, avec un ou deux joueurs référencés d'expérience, parce que Kyle Lowry, je suis désolé, même si j'aime bien ce qu'il apporte en tant que 6e homme cette saison, clairement, ça devient de plus en plus compliqué de compter sur lui, en tout cas, sur tous les soirs, sur la durée, sur le long terme, et j'ai peur que l'année prochaine ce soit encore pire. Et là, moi, si je parle, finalement, Miami, je dis que ce qu'il faut pour s'intégrer, c'est de l'expérience. Il faut aussi un joueur référencé, il faut de la culture de l'effort, il faut du jeu collectif. Ça vous fait pas penser à quelqu'un? Ouais, moi, ça me fait penser à Chris Paul. Et bien évidemment, vous l'avez deviné, parce qu'il y a un visuel et que le live parle de lui. Je suis pas très bon en devinette. Et donc, bref, là, la saison prochaine, il faut se rendre compte que au Heat, à la main, on va se retrouver avec un Kyle Lowry, qui saison après saison régresse, c'est ce que je disais juste avant, et un Gabe Vincent qui sera free agent, et apparemment, il y a des équipes qui sont déjà prêtes à mettre le pactole sur Gabe Vincent, qui pourrait très bien décider de prendre les dollars et de se barrer, et ça va pas être facile à Miami de garder Gabe Vincent. Donc on se retrouve vraiment dépouillé à la main l'année prochaine si on n'arrive pas à garder Vincent. Et ça peut être compliqué. Du coup, je me dis que finalement, le renfort de Chris Paul pourrait ne pas faire de mal. Bien sûr, là encore, comme dans toutes les destinations que j'envisage, l'âge de CP3, ce sera un souci. Cependant, il faut se rendre compte aussi que Jimmy Butler, même s'il affiche actuellement un niveau phénoménal, il est lui aussi plus proche de la fin de carrière que de son début de carrière. Du coup, ajouter des vétérans, s'ils sont au niveau, je pense pas que ce soit un problème. Et en plus de ça, à Miami, on aime ça, les vétérans. Et on aime justement les vétérans anciens All-Star, avec Kevin Love, par exemple, qui est venu il y a pas longtemps, qui peuvent faire du lourd et finalement avoir un impact dans le vestiaire. On sait à quel point c'est important pour Spoelstra, et je pense qu'il a raison de penser comme ça. Donc encore une fois, c'est ce que je disais, pour gagner des titres, il faut prendre des risques. Miami en a pris cette année, ils sont déjà en bonne disposition pour peut-être le gagner ce titre, en tout cas en bonne position au moment de ce live pour se qualifier en finale, et celui de Chris Paul, moi je trouve le risque de Chris Paul, il reste mesuré parce que je le répète et je le répéterai jamais assez, sa saison 2024-2025 n'est pas garantie. Donc je me dis que, avec un comparé à un Kyle Lowry de 37 ans, si on a un Gabe Vincent qui se barre, je pense que le step-up avec Chris Paul serait réel, vu comment son caractère, il semble parfaitement s'inscrire, j'ai l'impression, dans cette hit culture. Après oui, dans le jeu, même avec son arrivée, il y aurait des failles du côté de Miami, parce qu'autour de Butler et de Adebayo, Miami a besoin de shooters, et Paul, même s'il est pas mauvais dans le domaine, il a quand même shooté à quasiment 38% à 3 points cette saison, c'est pas non plus un vrai sniper, ou un vrai spécialiste du tir. Cependant, quand on sait, comme je disais, à quel point l'organisation floridienne aime les vétérans, quand on sait aussi comment Chris Paul, il a pris cette habitude de transformer en bien la plupart des teams dans lesquels il est arrivé, je serais surpris que le Heat, si Gabe Vincent doivent se barrer, ne se renseigne pas au moins un minimum sur le statut du meneur du côté de Phoenix. Maintenant, concrètement, et c'est là que ça a été compliqué, quand je suis allé sur Fanspo, sur la trade machine, j'ai vu qu'imaginer un deal avec les Suns, ça pourrait être compliqué. En termes de salaire, l'idéal, ce serait d'organiser un deal avec Lowry. Mais même en ajoutant des assets, potentiellement comme Nikola Jovic ou un first round 2023, tu vas forcément pas rajouter un Tyler Hero pour un Chris Paul, mais pas sûr que ça intéresse Phoenix, une telle contrepartie. Il faudrait donc peut-être imaginer une troisième équipe pour réaliser un tel move. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas une équipe qui prendrait Lowry, justement, qui enverrait les assets dont Phoenix a besoin pour essayer de renforcer le roster, et un Chris Paul, lui, qui arriverait à Miami. Ça pourrait le faire, il pourrait même être 6e homme, si avec ça, Miami a arrivé à re-signer Gabe Vincent, et moi je trouve qu'un Chris Paul en 6e homme, à la place de Kyle Lowry, dans le rôle que Kyle Lowry a cette saison, ça pourrait vraiment être lourd. Après, à voir s'il n'y a pas quelque chose de possible d'organiser autour de Duncan Robinson, même si ça suffira pas, mais Duncan Robinson, il pourrait plaire aux Suns dans son profil de shooter à 3 points. Il y aura besoin de shooters autour de Durant et de Booker. Donc pourquoi pas imaginer un package autour de Robinson. Tu peux aussi peut-être organiser un sign and trade avec Gabe Vincent. Par exemple, si Gabe Vincent veut trop d'argent et que Miami veut pas le payer autant, mais peut-être qu'il peut intéresser Phoenix dans un sign and trade, parce que Phoenix, eux, seraient prêts à mettre la thune que Miami voudrait pas mettre. Donc en fait, finalement, il y a pas mal de solutions. Il y en a aucune qui est claire, qui est flagrante, mais il y a peut-être quand même des choses à imaginer. C'est peut-être pas facile à mettre en place, c'est sûr, mais ça montre qu'il y a des choses intéressantes qui sont possibles, et pour moi, des choses en plus de ça qui potentiellement peuvent convaincre les Suns, même si ensuite, si on se débarrasse pas de Lowry dans le transfert de Chris Paul, il faudra trouver un moyen de l'envoyer ailleurs, je pense, parce que Chris Paul Lowry à la main, ça fait un peu trop maison de retraite. Quoi qu'il en soit, perso, moi je pense que Chris Paul, dans son rôle de vétéran, dans sa culture, dans son attitude, et même dans son jeu de playmaker, et qui justement peut s'inscrire parfaitement dans un collectif, ça peut être une bonne idée. Mais ce qui est sûr, c'est que si Pat Riley le veut vraiment, il devrait un petit peu se creuser les méninges et faire preuve de pas mal d'inventivité. Allez, pour l'équipe 4, j'ai décidé que je voulais imaginer une espèce de revival. Et là, pourquoi pas ne pas penser que Chris Paul pourrait revenir aux Clippers, qu'il a grandement participé, il faut le dire, à mettre sur la carte pendant la période Lob City.
Du côté des Clips, dont j'avais parlé dans une vidéo récente, l'été pourrait bien être mouvementé, parce que suite à un nouvel échec et une incapacité à arriver sans blessure en play-off, la franchise californienne semble maintenant complètement stagnée. Aujourd'hui, cette franchise, financièrement, elle est dans une situation difficile, et elle paye déjà énormément de taxes, vu qu'en termes de masse salariale, les Clippers explosent littéralement toute la ligue. Donc là, on a un Russell Westbrook qui a montré de bonnes choses pendant ses playoffs, mais je suis pas sûr, même en imaginant que Kawhi et Paul George puissent arriver à rester en bonne santé au moment de la post-season, que Russ auprès d'eux soit le meilleur fit possible. C'est plutôt un meneur qui apporte des choses, pas forcément celles dont les Clippers ont besoin, mais qui apporte des choses à un poste qui était déserté jusqu'à maintenant. Mais le souci, c'est que même si on veut le garder chez les Clippers, le Russell Westbrook, eh bien il va falloir le payer. Et pour l'instant, il n'y a pas de fric pour le payer. Et à moins que le meneur fasse un gros sacrifice financier, ou à moins de faire un immense ménage qui sera compliqué à faire, le projet de la resignature de Russ chez les Clippers s'annonce plutôt compliqué. En parallèle, moi je trouve que chez les Clips, on a limite trop de profondeur, trop de role-players avec un paquet de joueurs qui disposent d'un profil assez similaire, qui sont bons certes, mais qui peuvent pas être utilisés à leur bon niveau parce qu'il n'y a pas des minutes à distribuer pour tout le monde. Et en plus de ça, faut les payer, alors qu'ils peuvent pas forcément obtenir le temps de jeu qu'ils méritent. En raison, justement, dans un bouteillage qui est quand même assez phénoménal sur les postes 2, 3 et 4, j'ai envie de dire. Donc en sachant tout ça, moi je me dis qu'il y a quand même des choses qui sont évidentes et qui peuvent venir à l'esprit. Du côté des Clippers, on cherche un meneur, et l'idéal ce serait de dégraisser. Du côté des Suns, on cherche à renforcer le banc, en échange d'un meneur justement, en échange de Chris Paul. J'ai l'impression que chaque équipe possède ce que l'autre veut, et que ça donne pas mal de voyants qui sont ouverts pour bien s'entendre. Financièrement là, c'est ce que j'ai regardé sur Fanspo, si on a des Clips qui lâchent soit Robert Covington, soit Marcus Morris, en ajoutant peut-être Terrence Mann pour essayer de convaincre les Suns, financièrement pour Chris Paul ça passe. Et si en plus de ça, il rajoute un futur tour de draft, mais ça c'est à voir, pour moi si tu rajoutes Terrence Mann, t'as pas besoin de rajouter de futur tour de draft, pour moi c'est soit Terrence Mann, soit un first, en fonction de ce que les Suns veulent, et bien je me dis qu'il y a de grandes chances que ça puisse convaincre Phoenix, vu leur objectif d'approfondir les rotations. Donc rien n'est certain, encore une fois, en raison de l'âge du point guard, que ça puisse fitter du côté des Clippers, mais les risques restent faibles, et qui sait, dans une saison où Paul George et Kawhi Leonard réussiraient à se tenir loin de l'infirmerie, où Chris Paul aussi arriverait à rester en bonne santé au moment des playoffs, parce que là c'est clair que là tu prends énormément de risques, parce que t'as Kawhi Leonard, Paul George et Chris Paul, c'est ceux qui sont limite à chaque fois blessés au moment de la post-season. Mais peu importe, il faut quand même tenter des trucs, et moi je me dis que pourquoi pas, si les planètes s'alignent bien, malgré l'âge, mais qu'ils arrivent tous en bonne santé au moment des playoffs, je me dis que Chris Paul, ça peut peut-être être un meilleur fit du côté des Clippers, et ça peut peut-être être la pièce manquante pour remporter un titre du côté de la franchise californienne, surtout que il connaît bien la maison, vu qu'il a porté le maillot de l'équipe pendant 6 ans. Donc Los Angeles, c'est un petit peu chez lui, il a ses repères là-bas. Moi, je pense pas besoin d'en faire plus. Je pense que les Clippers, clairement, ont suffisamment d'assets pour convaincre les Suns. Ils ont besoin de dégraisser, les Suns ont besoin de récupérer du monde. Donc du coup, s'ils pensent que c'est une bonne idée de faire venir Chris Paul, s'ils ont envie, comme je disais, de prendre ce risque, et pour aller au bout, il faut en prendre des risques, surtout dans des équipes comme les Clippers, qui sont elles aussi dans un flou total, je pense que l'idée n'est pas mauvaise, surtout si Westbrook fait ses valises, comme il y a quand même de grandes chances que ça se passe, à moins qu'il me surprenne et qu'il fasse un sacrifice financier. Donc ça vaut peut-être le coup du côté des Clips de creuser cette piste au maximum, si on veut un vrai meneur qui connaît la maison et qui peut apporter pas mal de certitude au playmaking, et au moins en saison régulière, toujours à 38 ans je trouve. Allez, avant-dernière équipe pour aujourd'hui, les New Orleans Pelicans. Et vous allez le dire, et vous me l'avez déjà dit dans le chat, que les Revivals, j'aime ça. Et oui, j'aime ça. Parce que après avoir envisagé les Clippers, où Chris Paul a joué 6 ans, j'envisage les Pelicans, franchise qui a drafté le meneur, on se rappelle, et qu'il a également conservé pendant 6 saisons. Donc pour les point guard, revenir à Nola, à la Nouvelle-Orléans, ça pourrait permettre de boucler la boucle avant de prendre sa retraite. Et j'aime bien, franchement c'est un symbole que j'aime bien. Maintenant je sais que les transferts ne se font pas sur le symbole en NBA, mais moi personnellement c'est pour ça que j'y ai pensé, parce que j'aime bien l'idée. Aujourd'hui encore, il fait partie des visages historiques de la franchise, et peut-être qu'avec Anthony Davis, et même moi je le mets au-dessus de Anthony Davis, c'est peut-être le meilleur joueur all-time qui ait porté le maillot de l'équipe. Donc c'est à la Nouvelle-Orléans que Chris Paul s'est devenu une superstar. Dans cette ville, il est toujours très 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 apprécié. Chris Paul, c'est toujours une icône à Nola, et ça pourrait être kiffant de le faire revenir du côté de la Louisiane. Déjà, ça satisferait les fans, et ça apporterait, moi je trouve, une vraie expérience de vétéran à une équipe qui est jeune et excitante, qui pourrait rudement avoir besoin de ça. À mon sens, en fait, quand je vois comment s'est passée la saison 2022-2023, et où il y a toujours les mêmes incertitudes qui règnent autour de Zion Williamson et de sa santé, les Pels cet été,
il pourrait bien être très actif sur le marché dans l'idée de recruter des joueurs sûrs, des joueurs de caractère qui pourraient aider l'équipe à finalement à passer un step. Ces jeunes équipes comme les Pelicans, elles sont prometteurs, c'est sûr et certain, mais pour passer ce cap, elles ont souvent besoin d'un vrai vétéran, quelqu'un qui connaît vraiment le basket, qui a pratiqué, qui sait comment aller loin en playoff, comment gagner une série de playoffs, comment aussi gérer un marathon de 82 matchs pendant une saison régulière pour s'en qualifier en post-season. Un mec qui gueule quand ça va pas, qui partage aussi son vécu avec les plus jeunes, qui aide tout le monde à regarder le jeu différemment, à placer une attaque aussi, et tout simplement à pratiquer un basket plus intelligent pour entraîner toute l'équipe dans son sillage. Pour ça, c'est vrai, à la base on avait déjà recruté un petit peu CJ McCollum, mais sa saison et son impact là cette année m'ont clairement laissé sur ma faim. En tout cas, j'ai pas trouvé ça à la hauteur de la saison précédente. Et en termes de charisme, je pense, d'autant plus avec l'histoire qu'il a dans cette franchise des Pels, je pense qu'un Chris Paul peut avoir beaucoup plus d'impact. Alors je dis pas dans le scoring et tout, hein, mais dans ce côté leader, moi je pense qu'un Chris Paul aura plus d'impact qu'un CJ McCollum. Donc vous pouvez dire après que oui, à cette équipe, à Nola, il manque surtout la santé, un petit peu comme les Clippers juste avant. Et c'est vrai qu'il manque la santé, mais pour moi c'est pas tout. Il manque aussi du leadership, et vraiment ça. Si on regarde les équipes de l'Ouest qui n'ont pas fait les playoffs, les Pelicans, malgré les blessures, c'est peut-être la plus talentueuse. Il suffirait peut-être d'ajouter juste une pièce capable de changer la culture de l'équipe, qui apporterait une culture du travail, qui apporterait une culture de la gagne, même si bien sûr Chris Paul a pas gagné de titre, on peut pas dire que gagner des matchs il sait pas faire, pour enfin passer au stade supérieur. Et cette pièce, moi je pense que ça pourrait être CP3, même si aujourd'hui clairement il est sur la pente descendante et qu'il est plus dans son prime, il reste toujours un vrai joueur de basket. Après je suis bien conscient que sur le terrain, en termes de fit, on peut se poser des questions sur l'association Chris Paul-CJ McCollum. Et aujourd'hui encore, moi j'ai pas mal de doutes qui concernent un petit peu la façon dont les deux pourraient jouer ensemble. Mais d'un autre côté, moi ce qui me rassure aussi, si on imagine un tel trade, c'est qu'on parle quand même de deux joueurs qui ont déjà vécu beaucoup de choses, qui ont joué avec beaucoup de coéquipiers différents, et qui, je pense, seront suffisamment intelligents pour trouver par eux-mêmes des moyens de jouer ensemble. De toute façon, Chris Paul, il l'a toujours fait dans sa carrière, quand il est arrivé quelque part, il a toujours trouvé des moyens de s'adapter à ses coéquipiers, et je pense qu'à 38 ans, il en est toujours capable. Et puis si on repense à l'association avec McCollum, moi je me dis, quand t'as un playmaker spécialiste et un scoreur spécialiste, peu importe, même si ça va défendre très peu, ça doit pouvoir fitter au moins offensivement quand même. Alors si les Pels, ils veulent poursuivre cette piste, encore une fois, à ces Suns, il faudra leur donner une contrepartie, il faudra donner de la profondeur à Phoenix. Pourquoi du coup, moi j'ai regardé un petit peu ce qui était possible encore une fois sur Fanspo, ne pas imaginer un pack autour de Larry Nance Jr. et Jackson Hayes. Et si ça suffit pas, pourquoi pas un futur pick? Alors sûrement protégé, peut-être un second tour ou sûrement dans longtemps, mais à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Larry Nance Jr. plus Jackson Hayes, ça passerait niveau salaire. Bien sûr que ces deux gars-là, c'est des joueurs qui sont importants dans la rotation de Willie Green, mais est-ce qu'ils sont pour autant indispensables ? Je pense pas. En tout cas, ils le seraient moins, je pense, qu'un Chris Paul le serait. Et je pense par contre que s'ils arrivaient chez les Suns, ils pourraient devenir totalement indispensables d'un point de vue défensif, parce que c'est tout à fait le genre de joueur qu'ils recherchent, et encore plus s'il y a un trade parallèle de DeAndre Ayton dans une équipe où on pourrait fort chercher à renforcer la raquette. Jackson Hayes et Larry Nance Jr., ça pourrait être des bonnes arrivées. Comme quoi, dans cette histoire, moi j'ai l'impression qu'il y a largement de quoi envisager les choses de manière win-win un petit peu. Donc oui, même si les années du Point God, les meilleures années, elles sont loin derrière lui maintenant, même si ces dernières années aussi en NBA sont comptées, le voir revenir aux Pels pour une saison, voire 2 saisons si tu actives sa team option à la fin de la saison prochaine, pour ensuite y avoir pris sa retraite en ayant permis à tous les jeunes de la team d'avoir passé un cap, et ensuite pour Chris Paul de raccrocher les baskets sereinement, après pourquoi pas 1 voire 2 participations aux playoffs, je trouve que ça peut avoir du sens et ça peut lui permettre aussi de terminer sa carrière en ayant transmis des choses et en sortant par la grande porte. Même à 38 ans, moi j'imagine tout à fait Chris Paul capable de relever ce dernier défi avant de nous dire bye bye à tous. Et si en plus de ça, il arrive à prendre un Zion Williamson sous son aile, bon peut-être que je rêve un peu là encore, mais sait-on jamais, qu'il arrive à le guider, qu'il arrive à lui montrer l'exemple par rapport à l'hygiène de vie qu'un sportif de haut niveau doit maintenir en NBA, pas de doute, sur le futur et sur le long terme, avoir eu un Chris Paul pendant 1 ou 2 saisons pour aider ces jeunes à justement passer un cap et devenir des vrais joueurs NBA, aussi dans la tête, dans la préparation, dans le quotidien et dans l'hygiène de vie, ça peut être potentiellement que du bénéf pour cette franchise des Pels. Voilà ma dernière destination pour aujourd'hui. Et là, c'est un vrai kiff. Et je l'ai pas trop vu apparaître dans les rumeurs, même si ça pop un peu plus ces derniers jours. Mais je pense que ça aurait du sens. Donc mon ultime proposition, elle enverrait Chris Paul au San Antonio Spurs pour jouer, tant qu'il le peut encore, cette espèce de rôle de tonton dans une team qui, du coup, devient ultra prometteuse vu qu'elle vient de remporter le first pick à la loterie et pourra, si elle le souhaite, et sans aucun doute d'ailleurs, s'octroyer les services du français Victor Wembanyama. Donc j'en parlais là dans une vidéo de la semaine dernière qui suivait la loterie justement. Pour moi,
moi, si on regarde le starting five potentiel de ces Spurs, la principale faille vient de Trey Jones. Après, j'aime beaucoup Trey Jones, hein, je veux pas non plus totalement le jeter sous le buste. Ça reste un jeune joueur qui joue déjà plutôt juste, avec un bon QI basket et un sens du playmaking, mais qui à 23 ans ne possède pas le potentiel le plus ouf de la NBA, et je suis pas sûr qu'il devienne bien meilleur que ce qu'il est actuellement, surtout que je pense que ses stats ont été amplement gonflés par la saison en mode tanking des Spurs. Chris Paul, c'est quand même un autre level que je vais me faire engueuler pour mon accent anglais, un autre level que Trey Jones. Et puis, est-ce que vous imaginez, pour moi en tout cas, dans le côté mental, le côté psychologique et le côté leadership, qui me semble très important dans toutes les équipes dans lesquelles j'en vois Chris Paul aujourd'hui, s'il arrive en San Antonio en mode relais de Greg Popovich sur le terrain pour servir tout le monde, éviter l'ISO à gogo aussi qu'on a vu cette saison aux Spurs, où Devin Vassell et encore plus Keldon Johnson enchaînaient le 1 contre 1, et ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu les Spurs jouer un jeu si moche, je suis désolé pour les fans des Spurs, mais même s'il y a beaucoup de potentiel individuel qui sont très intéressants à San Antonio, je trouvais que le jeu des Spurs, et c'est vraiment délité au fur et à mesure dans la saison, a été compliqué. Est-ce que vous imaginez pas un Chris Paul qui lui pourrait apporter cette sérénité, ce leadership, ce calme sur jeu placé, et pourrait aussi bien mettre en valeur des Victor que des Keldon Johnson ou des Devin Vassell pour servir tout le monde de manière équitable en fonction de qui est chaud quand il faut? Moi je trouve que ça a de la gueule et que ça pourrait encore une fois représenter un dernier défi qui serait très intéressant pour le point guard. Et puis, même sans parler juste du jeu, quoi de plus riche, et ça je vais encore revenir dessus, mais pour moi je le répète, le leadership c'est peut-être le plus important dans tous ces trades de Chris Paul. Quoi de plus riche pour tous ces très jeunes joueurs que de profiter pendant une saison ou deux encore de l'expérience d'un futur Hall of Famer. C'est la même chose un peu que quand j'évoquais mon projet des Pelicans juste avant, mais peut-être puissance 10, parce qu'on a des joueurs encore plus jeunes qui ont peut-être encore plus besoin d'être drivés et qui sont bien moins expérimentés. Imaginez un Chris Paul qui arrive à San Antonio et qui permet à absolument tout le monde de mûrir plus vite que prévu chez les Spurs et d'accéder finalement aux playoffs d'ici un an ou deux, parce que ceux qui pensent que déjà les Spurs vont aller en playoff l'année prochaine, peut-être que ça peut arriver, mais moi je pense qu'il faut pas précipiter les choses et laisser le temps au temps. Mais si finalement tu accroches peut-être le play-in l'année prochaine ou que tu te rapproches des playoffs, c'est déjà une victoire. Et si finalement t'arrives même à les qualifier pour la post-season et que t'es Chris Paul, tu peux prendre ta retraite tranquille ensuite. Et tu peux même laisser la relève entre deux bonnes mains derrière, parce que t'auras permis à tous ces joueurs prometteurs de progresser. Pour aller plus loin, moi je pense qu'un Victor qui dès sa saison rookie pourrait avoir l'occasion d'apprendre de l'expérience de l'un des meilleurs meneurs all-time, qui pourra lui montrer outre comment recevoir des bons ballons sur le terrain, mais aussi comment se préparer, comment s'entraîner aussi, et comment suivre un marathon de 82 matchs que représente une saison, comment vivre le quotidien d'un joueur NBA, et toutes ces choses qui sont essentielles pour un rookie qui se transmettent, mais qui s'apprennent pas forcément sur le tas quand t'as pas un vétéran pour te les donner. Je pense que ça peut apporter beaucoup de choses, et personnellement moi sur le papier, pour Victor en tout cas, j'aime beaucoup l'idée, et même pour les Spurs en général. Maintenant, qu'est-ce qu'il pourrait donner du côté de San Antonio pour convaincre Phoenix de leur lâcher Chris Paul? Eh bien de la profondeur encore une fois, et je le cache pas, si les Spurs ils veulent gagner leur 5 majeurs intact, un 5 majeur potentiellement qui serait composé, alors en plus alors je parle pas du poste de meneur de jeu, qui serait composé de Devin Vassell, de Keldon Johnson, de Jeremy Sohan et de Victor Wembanyama, il n'y a pas 15 000 solutions. Si tu veux pas toucher à ces 4 gars-là, il va falloir utiliser des role-players et des mecs qui sont remplaçants. Et moi j'ai regardé au niveau salarial, un deal qui inclurait Devonte Graham et Doug McDermott, ça pourrait passer, et ça pourrait être envoyé à Phoenix, et d'un côté des salaires ça fonctionnerait. Mais avouons-le, Devonte Graham et Doug McDermott, je les aime bien, ils peuvent jouer un petit rôle à Phoenix, mais il y a peu de chances que ça les fasse complètement rêver les Suns. Par contre, sait-on jamais, si tu y ajoutes Trey Jones finalement, qui avec la venue de Chris Paul d'un coup serait quand même bien moins utile et le serait bien plus aux Suns, parce que eux, s'ils perdent Chris Paul, ils vont chercher un meneur de jeu, et pourquoi pas peut-être un futur tour de draft, à condition de bien le protéger encore, parce que j'ai pas envie non plus que les Spurs se dépouillent pour l'avenir. Et là du coup moi je me dis que du côté de Phoenix on pourrait regarder potentiellement cette offre avec un petit peu plus d'attention. Du côté des Spurs, si on veut mettre en place un tel deal, le plus dur ce sera de trouver les arguments pour convaincre les Suns, sans non plus comme je disais trop se dépouiller pour l'avenir, donc parce que tu vas pas te dépouiller pour l'avenir en échange d'un joueur qui a déjà 38 ans. Mais voilà, Graham, McDermott, Trey Jones, c'est déjà pas mal, peut-être un second tour pour faire plaisir à Phoenix, et ça peut le faire. Et de toute façon moi je me dis que si le front office texan arrive à se montrer convaincant et réussit à donner à Phoenix les joueurs dont ils ont besoin pour densifier leur rotation, s'ils arrivent à leur donner des noms des role-players qui peuvent jouer 15-20 minutes par match et qui apporteront quand ils rentreront sur le terrain, même si ce sont des role-players assez unidimensionnels, je me dis que à San Antonio, faire venir Chris Paul pour une dernière mission,
auprès des jeunes, mais ça pourrait être très prometteur pour aider tous ces potentiels à toucher leur paroxysme et à toucher le sommet, et notamment Victor Wembanyama qui pourrait se développer encore plus vite. Je le répète, hein, ce deal c'est un de mes petits kiffs perso, mais je suis conscient que ça va pas être forcément être évident à mettre en place, mais je trouve que ça a quand même beaucoup de sens. Épilogue. Et du coup, si on fait un petit peu le classement des équipes dans lesquelles vous voyez le plus Chris Paul arriver, ou vous imaginez que c'est une bonne chose, et les équipes dans lesquelles vous le voyez le moins arriver, l'équipe qui pour le vous aurait le moins de sens, ce serait des Lakers. C'est assez rigolo finalement parce que ce classement est assez proche de... Je l'ai plus ou moins fait exprès à la base, mais je pensais pas que ce serait aussi précis que ça. Donc l'équipe qui vous hype le moins pour Chris Paul, c'est les Lakers, et de loin. Parce que j'ai l'impression que beaucoup rêvent d'un trade ou d'une arrivée plutôt, parce qu'il sera free agent à la fin de la saison, d'une arrivée de Kyrie Irving aux Lakers, et que Chris Paul forcément est beaucoup moins bon. Moi je pense que vu que les Lakers sont sur une timeline où il faudra peut-être reconstruire dans un an et que Chris Paul dans un an, son contrat peut être terminé si on n'active pas sa team option, ça peut correspondre. Vous y croyez pas, vous pensez que les Lakers peuvent faire bien mieux. Pour moi ce sera pas si facile. À voir si ça se fait, peut-être que les Lakers me feront mentir et seront des génies cet été. Je pense que s'ils ne sont pas des génies, qui n'arrivent pas à faire venir un mec comme Kyrie Irving, Chris Paul, ça peut être une idée. Donc à voir ce que ça dit. En tout cas, les Lakers, c'est l'équipe qui vous hype le moins. La deuxième équipe qui vous hype le moins, ce sont les Sixers. Parce que vous me disiez, bah ouais, c'est vraiment un step down par rapport à James Harden. Et oui, ça peut être un step down, Chris Paul, par rapport à James Harden. Mais moi, si je vous ai parlé de ce trade, c'est si James Harden s'en va et si effectivement il n'active pas son option pour signer ailleurs. On parle déjà d'un contrat de 200 millions sur 4 ans que certaines équipes seraient prêtes à lui offrir et pas Philadelphie. Si Philadelphie ne peut pas lui offrir ça, ben peut-être qu'il faut trouver une solution de remplacement. T'essayes de bricoler un peu avec ce que tu peux trouver. Chris Paul peut être une idée. Bien sûr, tu perdrais Tobias Harris et ça peut faire du mal, mais t'apporterais un playmaking qui peut être plutôt intéressant et tu laisses peut-être encore plus de ballons à Tyrese Maxey qui peut potentiellement progresser encore au scoring. Tu lui donnes encore plus de responsabilités. Un Chris Paul qui peut former un Tyrese Maxey comme il a formé un Shai Gilgeous-Alexander à OKC, bah ça peut faire kiffer. Alors peut-être que dans le jeu ce sera pas le mec le plus efficace du monde, peut-être qu'en playoff il va choke encore, mais si ça peut permettre à tous les autres joueurs de passer un cap, ne serait-ce que sur une saison, à Embiid de devenir encore plus agressif et plus compétiteur dans le futur, bah peut-être que une saison de Chris Paul à Philadelphie ça peut faire du bien. Équipe qui vous hype, la quatrième qui vous hype le plus, ou la troisième qui vous hype le moins comme vous préférez, ce serait le retour aux Clippers. Ce serait le retour aux Clippers parce que trop de doutes concernant l'infirmerie qui pourrait y avoir à Los Angeles avec Chris Paul, Kawhi Leonard et Paul George. Et là, je comprends très bien. Je vous rejoins complètement là-dessus. Hein. Ce serait vraiment un gros risque. Mais moi, je me dis que, de toute façon, là où t'en es du côté des Clippers, t'as plus grand chose à perdre et t'as tout à gagner. Encore une fois, là, les Clippers, ils vont se donner une dernière chance de faire quelque chose avec Kawhi Leonard et Paul George l'année prochaine, vraisemblablement. Chris Paul, il est sur la même timeline, encore une fois. Tu lui laisses une saison à lui aussi, tu l'apportes. Si t'arrives pas à réavoir Russell Westbrook, eh bien autant essayer de progresser et d'apporter des pièces qui peuvent potentiellement marcher. Ok, tu lances une pièce en l'air. Si c'est pile, t'as tout gagné. Si c'est face, t'as tout perdu. Si ça tombe sur le côté, tu sais pas ce que t'as. Mais tu vois. Et sur cette timeline, je me dis, c'est peut-être pas la meilleure solution du monde, mais c'est un risque potentiellement à prendre du côté des Clippers pour aller voir ce que tu fais ensuite en 2024 si tu échoues. La troisième équipe qui vous hype le plus avant de parler des deux premières, c'est le 8. Et ça m'étonne un petit peu. Moi, je pensais que vous alliez me dire, mais non, le 8, regardez, ils vont être champions ou ils vont être au moins en finale. Il faut rien toucher. Et finalement, c'est une équipe qui vous hype un petit peu dans la mesure où, pour vous aussi, j'ai l'impression que Chris Paul, en termes de mentalité, peut très bien correspondre à cette équipe du 8. Vous êtes conscient que Gabe Vincent pourrait très bien partir. J'en ai vu quand même dans le chat qui me disent Kyle Lowry est supérieur à Chris Paul. Ouais, il défend peut-être un peu mieux, et encore pour moi, provoquer masse de passages en force, c'est pas forcément défendre. Et je me rappelle aussi du discours que tout le monde avait il y a un mois concernant Kyle Lowry. Tout le monde disait avec ses grosses fesses, il a plus sa place en NBA qui dégage, il faut que Miami le cut. Bien sûr, il s'est refait un petit peu une image en playoff dans son rôle de 6e homme, mais aujourd'hui je pense qu'un Chris Paul à la main peut plus apporter qu'un Kyle Lowry, et même, alors dans le leadership, moi je rejetterais un Kyle Lowry, je pense qu'il fait très bien ce rôle-là, mais dans le playmaking, un Chris Paul peut vraiment apporter une certaine sérénité, même si j'aimerais peut-être un joueur un petit peu plus shooter aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo. En tout cas, c'était la troisième équipe qui voit hyper le plus. Mais en tout cas, dans toutes ces équipes, dans les 6 équipes que je vous ai présentées, il y en a quand même 2 qui voient hyper bien plus que les autres. Donc celle qui voit hyper le plus en deuxième, c'était les Pelicans. Pour vous, en tout cas, Chris Paul aux Pelicans, ça peut justement aider les jeunes à se former, ça peut aider un Zion à trouver une bonne hygiène de vie, et ça, apporter du leadership et de la présence de vétérans dans cette équipe des Pels. Pour vous, ça peut être assez intéressant, et c'est ce que je vantais quand je parlais de cette potentielle arrivée de Chris Paul
aux Pelicans. Donc ça, vous l'avez bien aimé. Et ce qui vous hype le plus, même si moi j'ai quand même pas mal de doutes, c'est Chris Paul aux Spurs. Moi, c'est pas ce qui me hyperait le plus personnellement, mais pourquoi pas. Vous pensez que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Wemby, que Chris Paul, forcément, il peut se lancer cette dernière mission plutôt que d'aller chercher un titre, de former les jeunes avant de raccrocher les baskets. Pourquoi pas. Moi, j'ai quand même des doutes à voir. Je pense que forcément, oui, par rapport à un Trey Jones, le step-up est réel. Que Chris Paul, 1 ou 2 ans à San Antonio pour former les jeunes, c'est bien. Maintenant, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est que je vois pas trop la contrepartie que peuvent envoyer les Spurs. Je parlais de Devonte Graham et Doug McDermott, mais ça suffira pas aux Suns. Et puis, certains dans le chat me disaient, ouais, mais les Spurs, ils ont qu'à envoyer Keldon Johnson ou Devin Vassell. Et pour moi, ce serait une énorme connerie du côté des Spurs d'envoyer ce type de joueur pour un mec comme Chris Paul, aussi bon leader soit-il, qui a déjà 38 ans. T'envoies pas un joueur prometteur comme Vassell ou comme Johnson contre Chris Paul. Donc pour moi, ouais, Chris Paul aux Spurs, pourquoi pas, à voir aussi ce que ça peut donner, hein, et si ça prend pas trop de temps de jeu aux autres, pourquoi pas, ça peut quand même donner des bons ballons à Victor Wembanyama, à voir aussi, hein, ce qu'ils veulent faire de Trey Jones. Maintenant, même si j'aime ça sur le papier, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à mettre en place, tout comme d'ailleurs Chris Paul à Miami, je pense que ça peut être compliqué à mettre en place. À voir. Moi, je pense que s'il y avait une équipe que je garderais, ce qui me hyperait le plus, ce serait Chris Paul aux Pelicans, personnellement. Ça, je pense que ça peut être quelque chose qui me plairait bien. Quoi qu'il en soit, on verra bien. Il y a quelques semaines, il y avait 0% de chance apparemment que Chris Paul reste à Phoenix. Les chances seraient montées à 20 ou 30% ces dernières semaines. Si ça se trouve, elles vont encore grimper et Chris Paul restera aux Suns l'année prochaine. C'est aussi une solution à envisager. Mais s'il se barre des Suns, en tout cas pour moi, ma petite préférence, vous c'est les Spurs, mais moi c'est les Pelicans. Voilà pour ce qui est de Chris Paul et de ses potentielles futures destinations, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu? Et surtout, vous le voyez où, vous, Chris Paul, l'année prochaine? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Pour finir bien, on lâche un pouce bleu et on s'abonne, et moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. À très vite.